C'est l'un de nos illustres historiens à qui nous confions le soin de clore cette matinée et notre colloque avant notre traditionnel débrief avec Christophe Barbier et Eric Ruff. Alors, il a une particularité qui manque à beaucoup d'historiens. Il rend les choses et les faits compréhensifs et passionnants. Il faut dire que c'est un formidable narrateur, un passeur pétillant que j'aime beaucoup. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous ne tarderez pas à l'adorer. Lui, notre indispensable éclaireur des chemins passés, présents et futurs. Christian Monjou, cher Christian. Merci d'être là, merci d'être avec nous, d'avoir pris le temps et d'avoir, comme ça, d'être passé d'avion à, je t'ai mis de l'eau, à train pour venir de Barcelone à notre invitation. Et on va t'écouter avec beaucoup d'attention. Merci encore, Christian, d'être avec nous. Merci à toi. Oh, ça marche ? Oui, merci à toi, Frédéric. Merci à tout le monde de votre présence. J'ai un peu l'habitude d'être le dernier obstacle sur le chemin de l'apéritif et du déjeuner ou du dîner, ce qui est une position pas inintéressante, mais pas toujours très confortable. Voilà. Donc, j'ai eu des consignes extrêmement strictes sur la durée, strictes mais amicales, gentilles, oserais-je dire. Mais voilà. Alors, l'idée, c'est que, bon, avant d'aller déjeuner et en manière de conclusion, j'utilise ce proverbe japonais qui est « si tu es pressé, progresse lentement, si tu es encore plus pressé, fais un détour ». Et je me permets de vous proposer 4 détours. Le détour numéro 1 étant puisque moi je ne travaille qu'à partir d'images. Et comme je dis toujours aux gens, si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, au moins il vous restera les images, c'est toujours ça de prix. Donc, tableau de Sebastiano del Piombo, qui s'appelait au départ Sebastiano Luciani, qui est devenu garde des Sceaux du pape à Rome, et donc celui qui mettait les plombs au bas des documents pontificaux, d'où le del Piombo, qui date de 1516. Portrait du personnage principal aussi par Sebastiano del Piombo, le cardinal Bandinello Sauli, qui était un Génois, et un tableau assez étonnant où bien sûr, l'intérêt, c'est qu'on voit tout de suite, il y a 4 personnages divisés en 2 groupes de 2. Le personnage de gauche, je ne sais pas s'il y a ici des spécialistes des dignités ecclésiastiques, ça se fait de plus en plus rare, mais le personnage de gauche est un cardinal, bien sûr, reconnaissable à la couleur d'une partie de son vêtement. Il a évidemment des attributs de pouvoir, une bague. Probablement le gant tenu dans la main est une manière discrète de faire allusion à ce qu'on pourrait appeler l'identité et le rôle, le corps public, le corps privé, pour reprendre une distinction classique, bien sûr. Et puis, ce signe enfin, de pouvoir, la bague, probablement le gant, est confirmé par, évidemment, la présence de la cloche qui pourrait interrompre la discussion qui se déroule sur la droite. Vous aurez remarqué que cette issue de ces 4 personnages est continuellement traversée par un ailleurs qui est représenté par exemple par le tapis azerbaïdjanais qui, je vous rappelle qu'à l'époque, mais ceux d'entre vous qui sont allés à Amsterdam récemment ont vu qu'effectivement, encore à l'époque de Vermeer, on ne mettait pas les tapis par terre, on les mettait sur les tables, bien sûr. Hein, voilà. Et vous avez donc l'autre groupe de 2 personnages qui sont debout. Si vous faites le niveau des têtes, ils sont à niveau égal, bien sûr, au même niveau. Et vous assistez à ce qui est quand même une discussion et un échange. Et cette discussion et cet échange, ils portent sur, effectivement, la mise en image du monde, c'est-à-dire les cartes. Quelle image nous faisons-nous du monde? Et évidemment, vous sentez quand même qu'il y a comme une sorte de divorce entre ce qu'on serait peut-être tenté d'appeler à droite le savoir, ou la quête du savoir, et puis à gauche, évidemment, le pouvoir. Et alors, peut-être certains d'entre vous ont déjà commencé à remarquer quelque chose. Peut-être certains d'entre vous qui sont extrêmement pouvoir, qui posent la question, évidemment, d'un autre type de dialogue que celui que nous avons vu entre les 2 cartographes et 2 géographes. Et voilà, la question c'est est-ce que vous avez repéré quelque chose? Et peut-être vous avez repéré, mais je ne suis pas très sûr que la reproduction, peut-être qu'on aurait dû éteindre un peu plus, mais bon, peu importe. Voilà, la reproduction ne vous permet peut-être pas de voir très bien. Et en fait, évidemment, sur l'aube du cardinal, vous avez une mouche.
Et alors la question, bien sûr, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pourquoi Sebastiano del Piombo est-il allé mettre cette mouche sur l'aube du cardinal? Alors il y a deux possibilités d'explication et je vous laisserai décider après. Vous voyez dans un tableau qui est dans un petit musée, le Metropolitan à New York, Petrus Christus, qui est, vous le savez, le grand disciple des frères Van Eyck à Bruges, a représenté ce chartreux. Et sur ce qui est le petit bandeau en bas où est inscrit évidemment, ah voilà c'est gentil, merci, où est inscrit la signature, etc., vous avez une mouche. Et quand vous regardez ce portrait de femme, qui est un portrait de femme réalisé en Souabe à la fin du XVe siècle, vous avez à nouveau sur la coiffe de la femme une mouche. Et alors la grande question, c'est pourquoi est-ce que les peintres mettaient, évidemment? Alors l'idée, c'était, eh oui, vous regardez le tableau, pas forcément en repérant d'abord la mouche, puis vous voyez la mouche, et vous vous dites, évidemment, c'est clair, je suis désolé, c'est un peu vulgaire, hein, mais la mouche va évidemment chier sur le tableau. Bon, c'est clair. Donc il faut la chasser. Et au moment où vous essayez de la chasser d'un geste de la main, vous vous apercevez que la mouche est aussi peinte. Et donc que le peintre vous a eu deux fois. Il vous a eu en vous proposant le portrait de quelqu'un qui n'est pas là, mais qui suggère tout d'un coup une présence dans l'absence. Et puis ce petit détail de la mouche que vous vous êtes approché pour chasser et qui fait que finalement le peintre a eu raison de votre perception de la réalité. Il vous a fait croire que quelque chose qui est une représentation était réel. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça le sens de la mouche dans ce tableau? Est-ce qu'il s'agit de parler de l'art du peintre pour créer l'illusion de la présence? Moi, je crois que c'est beaucoup plus intelligent que ça, finalement. Et en même temps, je pense que, évidemment, Sebastiano del Piombo a joué sur les deux. Sebastiano del Piombo s'est dit, Bandinello Saoli, il est sympa, quand il va voir la mouche, il va se dire, ah, mon peintre Sebastiano leur fait le coup de la mouche. Et moi, je pense que c'est tout à fait autre chose. Je pense que vous savez sur quoi se met la mouche, et je pense qu'il est ici suggéré extrêmement subtilement, mais néanmoins efficacement, qu'un pouvoir qui ne se préoccupe pas de savoir est un pouvoir, je m'excuse, de merde. Voilà. Et ça, alors vous voyez, si c'est ça le fonctionnement du tableau, j'en suis pas sûr, hein, mais ça fait quand même longtemps que je suis en train de me demander si finalement il n'y a pas là une intelligence de Sebastiano del Piombo qui sait très bien qu'il y a différents regards qui regardent le même objet. Et que pour celui qui crée l'objet du regard, il peut y avoir l'astuce de diriger le regard vers un sens habituel tout en introduisant un sens finalement beaucoup plus subtil. Parce que si c'est un débat sur les cartes, est-ce que par hasard notre cher cardinal ne serait pas encore enfermé dans ce qu'on appelait les cartes en T et en O? Ces cartes en T et en O qui avaient été inventées par Isidore de Séville, à Séville en 623, mais qui en 1472, 20 ans avant une autre date, que vous n'aurez pas de mal à vous rappeler, hein, un grand imprimeur de Augsbourg en Allemagne, Zeiner, reproduisait encore. Si vous regardez à gauche, évidemment, le nord, en haut, l'est, à droite, le sud, et évidemment, en bas, l'ouest. Et puis vous avez autour du monde ce qu'on appelle la mare oceanum, l'océan. Et vous avez au centre, évidemment, ça c'est l'eau. La mare oceanum fait le haut, d'où la carte en eau. Et puis au milieu, vous avez le mare magnum seaway Mediterraneum, la grande mer ou mer Méditerranée, et là vous avez le T. Et puis vous avez, eh bien sûr, Asie, Europe et Afrique. Et bon, comme vous êtes, vous, dans l'ensemble, allez, j'espère, à des cours de catéchisme ou de lecture biblique, hein, vous savez bien que Sem, Japhet et Cam, ce sont évidemment les trois fils de Noé. Et donc, après la grande opération chasse d'eau, hein, c'est-à-dire quand Dieu s'est penché sur le monde et s'est dit « Oh mon Dieu, ça pue hein, », voilà, hein, on va nettoyer tout ça. Alors l'avantage de Dieu, c'est qu'il a la totalité du temps et la totalité de l'espace sous les yeux. Et donc, quand il a décidé d'annihiler le monde qu'il avait créé, il a entendu trois voix qui montaient du 19e siècle, Ludwig Feuerbach, Karl Marx et Friedrich Nietzsche, qui lui ont dit « Oh, Dieu est un gros salaud, il a créé l'homme mauvais pour pouvoir se rassurer sur sa bonté et pour pouvoir de temps en temps nettoyer l'homme pour savoir que finalement, lui, Dieu, il est bon. Hein » Voilà. Et alors, je pense, si vous voulez, que, à mon avis, pas sûr, hein, Sébastien Luciani a dû se dire que les nouvelles cartes du monde dont discutaient les géographes n'intéressaient pas beaucoup le cardinal.
et que le cardinal, lui, fonctionnait encore dans ce que je serais tenté d'appeler une carte dogmatique du monde, c'est-à-dire une carte du monde qui s'inspire de dogmes, de lectures, de préjugés, etc., et qui fait que le savoir du cardinal est un savoir à mouche, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc, est-ce que par hasard, la mouche ne serait pas la dénonciation d'un pouvoir non fondé sur le savoir? Je vous laisserai réfléchir là-dessus, tout en vous rappelant que, pas vous, bien sûr, parce que vous êtes jeune, beau, traînant tous les cœurs après vous, mais moi, personnellement, j'ai appris le monde sur cette carte. Hein. Et mon vieil ami Pierre Stragiotti, ancien président de l'association des professeurs de géographie en classe préparatoire et excellent cartographe, dit, je suis désolé, ça va être à nouveau grossier, il dit ça, c'est une carte de merde. Hein. Parce que, évidemment, l'Europe n'a jamais eu, n'a pas, n'aura jamais cette taille-là proportionnellement au reste du monde. Deuxièmement, elle est fermement au centre, rejetant évidemment à la périphérie l'Amérique et l'Asie, dont on aurait très bien pu se passer, mais on est un peu encombré de ces choses-là maintenant. Et par contre, nous tenons fermement l'Afrique sous nos pieds, réservoir inépuisable de matières premières bon marché et exutoire facile vers des marchés captifs en cas évidemment de surproduction, ce qu'on appelle évidemment la colonisation. Et donc, voilà, c'est une carte finalement quand même assez problématique. D'où je terminerai avec évidemment Chéri Samba, hein, artiste du Congo-Kinshasa, 2011, hein, qui vous parle de ce qu'il appelle en bas à gauche la vraie carte du monde, accompagnée d'un petit texte du footballeur Lilian Thuram. Et là, vous allez voir que si vous cherchez l'Europe, vous allez avoir du mal. Hein. Mais ça, c'est le début de la sagesse pour moi. Il faudrait quand même que là, on commence à se secouer, parce que sinon, on risque, à force de ne plus être visible et de croire que nous le sommes totalement, de devenir effectivement invisible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, simplement, cette carte à l'envers, je vous le rappelle, elle est due effectivement à ce très très grand intellectuel qui travaillait à la cour du roi Roger II de Sicile à Palerme au milieu du XIIe siècle et qui s'appelait Muhammad al-Idrissi. Hein, voilà. Je vous rappelle que Roger II, c'est le petit-fils d'un bouseux, effectivement, du Cotentin. Alors, comment ça s'est passé? Ça, je ne vais pas vous raconter maintenant, parce que finalement, Frédéric ne me réinvitera jamais. Je vous rappelle qu'en 2018, Kishore Mahbubani, très grand intellectuel singapourien, publié dans le monde entier, avait publié ce livre « Has the West lost it ?» Du coup, évidemment, la formule extrêmement intéressante de « de-westernization of the world », la désoccidentalisation du monde, à laquelle contribue évidemment largement ce qu'on appelle le BRI, the Belt and Road Initiative, c'est-à-dire le revival des routes de la soie, soit continental belt, soit maritime road. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Djibouti, dans ce cadre-là, n'est plus une ville française, mais une ville chinoise à la recherche des métaux évidemment rares. Et puis, le 31 mars 2020, il a publié ce Has China Won, dans lequel il montrait qu'effectivement, jusqu'à Hong Kong, une grande partie de l'Asie s'identifiait avec le renouveau chinois. Et puis, depuis Hong Kong, il y a comme une petite réticence qui a peut-être débouché sur ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez tous ça bien sûr, puisque vous êtes en entreprise, le China Plus One Strategy, c'est-à-dire l'idée qu'aucune entreprise ne peut plus investir simplement en Chine, mais qu'elle doit toujours investir dans un autre pays simultanément. Et qu'en particulier, le pays qui apparaît comme le plus tentant ou le plus prometteur à l'heure actuelle, ce serait l'Inde. Le détour numéro 2, c'est Diego Velázquez, ce sont les fileuses qui datent de 1657. Oui, pardon. Oh, ben ils les reverront après, tu leur en donneras. Non, non, mais je ne veux pas non plus retarder. Bon, d'accord. Bon, je vais me faire engueuler, vous allez voir. Hein. Les fileuses, donc, qui datent de 1657, hein, dont le sous-titre est « Ou la légende d'Arachné ». Alors, je vous rappelle que Arachné, elle avait défié, ou on ne sait pas trop, est-ce que c'est Arachné qui a dit à Pallas Athéna, c'est-à-dire à Minerve, je suis meilleur que toi à la tapisserie ou à la broderie, et où Pallas Athéna peut-être a défié Arachné. En tout cas, à un moment, il est devenu clair que ce que faisait Arachné, c'était quand même infiniment mieux que ce que faisait Pallas Athéna ou Minerve. Et Pallas Athéna, Minerve, en bonne déesse, hein, eh ben, elle a transformé, à cause de la jalousie, Arachné en araignée. Alors vous me direz, où est-ce que ça se joue dans les fileuses? Alors ça, c'est un tableau absolument fabuleux. Velázquez, quand même, un très 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 grand bonhomme. Regardez au 4e plan, vous avez une tapisserie. Et cette tapisserie, elle a été réalisée d'après un tableau que Rubens lui-même a fait en 1628, qui est l'enlèvement d'Europe, bien sûr, par Jupiter déguisé en taureau. Mais
Rubens avait fait ce tableau en hommage à quelqu'un qu'il considérait comme le plus grand peintre de la génération précédente et qui était Titien. L'enlèvement d'Europe par Titien ayant été réalisé entre 1560 et 1562, c'est-à-dire plus de 60 ans avant le tableau de Rubens, il est aujourd'hui à la Isabella Stewart Gardner, au Isabella Stewart Gardner Museum à Boston. Donc, à l'arrière-plan, l'enlèvement d'Europe en tapisserie. Deuxièmement, évidemment, le troisième plan. Au troisième plan, vous avez à gauche une femme casquée qui a l'air, évidemment, de se comporter de manière un peu menaçante à l'égard d'une autre femme. Et ça, c'est évidemment la légende de Pallas Athéna, de Minerve et d'Arachné. Est-ce que c'est parce que Arachné est supposé avoir tissé magnifiquement la tapisserie que nous avons vue derrière, ou pour d'autres raisons? En tout cas, il y a confrontation violente, comme Rubens le montre ici, entre Pallas Athéna Minerve, toujours reconnaissable au fait qu'elle est casquée, et Arachné qui se fait battre parce qu'elle a osé rivaliser et peut-être être meilleure au tissage que Pallas Athéna. Et puis vous avez le second plan, où vous avez trois personnages, dans lequel, alors là, je vous ferai grâce de toutes les interprétations. Est-ce que le personnage à gauche, c'est la musique? Est-ce que le personnage à droite, et les deux personnages à droite, ce serait effectivement l'architecture et la sculpture, auquel cas il y aurait derrière la peinture, et il y aurait en plus la littérature, puisqu'on raconte évidemment le mythe de... Et tous les arts libéraux se retrouveraient représentés ici. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce sont peut-être tout simplement des femmes d'une excellente société qui sont venues, contempler la tapisserie et qui se remémorent à ce moment-là l'histoire d'Arachné et de Minerve, on ne sait pas trop. Et puis il y a le premier plan, c'est-à-dire il y a celles qui travaillent et il y a celles sans qui la tapisserie n'existerait pas. Et tout le premier plan du tableau, et alors ça c'est fou, parce que c'est un bouleversement complet, c'est-à-dire Velázquez vous dit: ce qui est intéressant, ce n'est pas la tapisserie, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas le mythe de la mythologie antique, ce n'est pas ces dames de bonne société qui viennent contempler, etc. La seule chose importante, c'est le travail, c'est-à-dire comment on fait, comment on crée. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai été très heureux de trouver dans une revue, La Vanguardia, cette division des quatre plans. Parce que le truc fabuleux de Velázquez, c'est de vous dire, jusqu'à présent, peut-être dans l'histoire de la peinture, on vous représentait des tableaux qui reprenaient les mythes fondateurs de la Grèce antique, remodelés par Rome, et puis réapparus à la Renaissance après l'intermède, effectivement, médiéval. Mais fondamentalement, tout ça, nous ne le verrions pas sans le travail. Et plus important peut-être encore que ce que le travail produit, il faut peut-être revenir à une intransitivité du verbe travailler. Plus encore que le résultat, ce qu'il importe de contempler, c'est le travail. Et vous avez ce détail évidemment extraordinaire du rouet qui tourne à toute allure, et puis ce petit détail délicieux du chat qui est en train de jouer au pied de celle qui travaille. Et pour moi, si vous voulez, ça c'est magnifique. Velázquez, c'est quelqu'un qui, on ne peut pas s'attarder, mais qui a toujours, d'une certaine façon, quand vous regardez les Ménines, c'est clair que ce qu'il faudrait regarder, c'est évidemment le roi et sa femme, la reine, qui sont dans le miroir au fond du tableau. Et la seule chose que vous regardez, c'est finalement l'arrivée de l'infante, l'enfant innocente, certes accompagnée de... mais l'arrivée d'une enfant. Et donc, cette espèce de prise de contre-pied par rapport à qu'est-ce que nous regardons ? Et est-ce que nous regardons ce qu'il faut vraiment regarder? Alors, on va passer par Pierre Bruegel l'Ancien, par la chute d'Icare. Là, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de marchand d'art. Vous allez dans l'atelier du peintre et vous commandez effectivement un sujet. Vous dites, tiens Pierre, tu ne me ferais pas une chute d'Icare? Et Pierre Bruegel l'Ancien va probablement vous répondre oui. Et vous repassez 8 ou 15 jours après et on va vous présenter ce qu'on appelle le modello. Et là, vous voyez, pour moi, je suis extrêmement admiratif de quelque chose qui est presque aussi génial chez le client que chez le peintre. C'est-à-dire que le client qui venait pour, évidemment,
une chute d'Icare, il a accepté ce tableau, le modèle Lowe, dans lequel la chute d'Icare doit prendre en gros un 60e de l'espace du tableau. Hein. C'est-à-dire, vous l'avez vu, les petites jambes qui s'agitent au pied du bateau. Hein. Et ça, c'est fou. Hein. Et alors évidemment, quand vous pensez que des années encore après, en Italie, Carlo Saraceni, qui avec Bartolomeo Manfredi est un des deux grands disciples de Caravage, bon ben là, vous voulez une chute d'Icare, vous l'avez. Hein. Il y a un papa qui s'appelle Dédale, qui a une petite entreprise de labyrinthe, hein, qui à un moment en a marre de travailler sous terre, et qui se dit, tiens, j'aimerais bien voler, donc il se fait des ailes. Hein. Et malheureusement, il dit à son fils, tiens, je vais voler. Ça, c'est un certain nombre de pères qui, ayant rapporté une voiture neuve à la maison, disent à leur fils, tiens, je viens d'acheter une. Hein. Et là, le fils dit, oh, bah, tu me la prêtes, et dans le cas d'Icare, c'est, bah, je voudrais voler aussi. Hein. Et alors, évidemment, Dédale lui fait des ailes, et il lui dit, mais attention, ne t'approche pas trop près. Et au moment où il est en train de le dire, il dit, non, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire, mais ne t'approche pas trop près du soleil, parce que c'est la première chose qu'il va faire. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et alors moi, ce qui me paraît extraordinaire dans, évidemment, le Bruegel, c'est cette idée de ce que j'appelle la perte du récit focalisateur. C'est très caractéristique de l'art de Bruegel. Bruegel n'a pas arrêté de faire des tableaux dans lesquels le sujet du tableau est pratiquement invisible. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important pour nous qui traversons un temps de crise, parce que le temps de crise, c'est le temps des bascules, c'est le temps dans lequel les histoires que nous nous racontions pour nous expliquer comment fonctionne le monde, ces histoires, tout d'un coup, cessent de fonctionner. C'est-à-dire qu'elles perdent leur visibilité et elles perdent leur efficience en tant que narration. Alors, il y a un gros problème, hein, c'est où va le soleil? Et oui, bien sûr, où va le soleil? Tant que la Terre était plate, ça allait. Hein, on savait que le soleil disparaissait. Le soleil disparaissait, on faisait des sacrifices humains, il réapparaissait. Hein. Bon, ben voilà, il n'y a plus de problème. Hein. Mais le gros avantage, c'est que pendant qu'il disparaissait, il n'éclairait personne d'autre. Hein. C'est ça le problème, vous comprenez? Et alors regardez, évidemment, Bruegel, il a vécu ça. C'est-à-dire que Bruegel, il a vécu les Brits. Hein, on va en reparler dans une seconde. Hein. Bruegel, il a vécu quoi? Ben, il a vécu le moment où Bruges a cessé d'investir de manière effectivement utile. C'est-à-dire Bruges a cessé de dépenser de l'argent à désensabler le Zwind et à dépenser l'argent qu'il gagnait dans une consommation immédiate, certes un peu luxueuse et pas sans intérêt au point de vue artistique, mais quand même, on a cessé les investissements productifs et donc Bruges est devenu ensablé. Alors, Anvers, vous me direz, il y avait un fleuve. Ben oui, bien sûr, il y avait un fleuve qui s'appelait l'Escaut. Bon, alors ça, c'est merveilleux, parce que ça s'ensable plutôt moins quand même. Et donc, on descendait l'Escaut, on remontait l'Escaut et les bateaux. Mais ensuite, il y a eu les problèmes idéologiques. Figurez-vous qu'Anvers a basculé d'abord dans la Réforme, puis est revenu au catholicisme romain sous la conduite un peu forcée des Espagnols. Et à ce moment-là, les réformés qui s'étaient réfugiés un peu plus au nord à Amsterdam, ils sont venus à l'entrée de l'Escaut, ils ont tendu une chaîne. Dommage. Hein, voilà. Et donc, vous voyez cette espèce de déplacement du pouvoir à la surface du monde. Ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Hein. Et aujourd'hui, les Brits. Hein. Et quand vous pensez que les Brits sont en train de vaguement penser, mais peut-être plus que vaguement, à la création d'une monnaie qui pourrait, dans un premier temps, contester la place de l'euro et dans un deuxième temps, celle du dollar, il faut peut-être aussi, effectivement, commencer à s'inquiéter, je ne suis pas sûr, mais à réfléchir. Hein. Ça, c'est certainement, voilà. Hein. Et donc, la leçon de Bruegel, c'est, oui, pertinence de la carte. Où va le soleil? Et pour moi, un leader, en temps de bascule, c'est quelqu'un qui vérifie constamment la pertinence de la carte mentale qu'elle ou il se fait du monde. Est-ce que je mets bien les lieux de pouvoir là où ils sont vraiment? Hein. Et puis alors, évidemment, à gauche, vous avez cette chose magnifique. C'est-à-dire qu'à gauche, on vous dit, bah oui, la grande tentation du temps de crise, c'est la forteresse. On s'enferme. Hein, et pendant ce temps-là, la crise passera et qui ne nous emmerde plus. Hein. Et malheureusement, Bruegel vous signale tout de suite que la forteresse, elle est toujours déjà en ruine. Hein. Quand on s'y enferme pour échapper au défi de la crise, la forteresse dans laquelle on cherche à s'enfermer, elle est toujours déjà en ruine. Et juste au-dessus de la forteresse, c'est des histoires évidemment d'axes syntagmatiques, hein, c'est-à-dire comment un peintre organise son tableau. C'est pas par hasard que Bruegel a mis juste au-dessus de la forteresse en ruine, qui représente la tentation de s'enfermer, une ville ouverte. C'est-à-dire qu'en temps de crise, la tentation, c'est de s'enfermer. Il faut ouvrir au maximum et faire circuler au maximum. Le grand Isaac Newton avait cette phrase magnifique « We build too many walls and not enough bridges ». Nous construisons toujours trop de murs et pas assez de ponts.
Hein. Et c'est ça le problème. Forteresse, ruine, ville ouverte, échange. Hein. Et puis alors, évidemment, vous avez l'ensemble toujours, hein, l'axe syntagmatique, comme par hasard, en face du côté où il a mis la forteresse et la ville, il met le bateau, pardon, et il met Icare. Et Icare, Icare, c'est quelqu'un qui fonctionne tout seul. Et vous avez compris que je ne fais que répéter moins bien ce qui a été dit il y a quelques minutes. Mais regardez le soin avec lequel Bruegel a pris, le soin qu'il a pris, à représenter la diversité des tâches au service d'un même but qui est la mobilité de la communauté. Diversité des tâches au service d'un même but, la mobilité de la communauté. Et il n'était absolument pas obligé de faire ça, Bruegel. Hein, il n'était pas obligé, mais il le fait. Et en plus, si vous voulez, c'est ça qui est fou, c'est que non seulement Icare est tout seul, mais il est dans la verticalité et il est parallèle à la surface de la toile. Alors que si vous regardez le bateau est dans l'horizontalité et il s'enfonce dans l'épaisseur du réel pour l'éprouver. C'est magnifique. Et puis alors après, vous avez évidemment le groupe des trois au premier plan, le pêcheur, qui est peut-être le nez trop rivé sur son bouchon, trop ici. Le berger, qui a dû suivre un séminaire quelque part où on lui a dit qu'il ne fallait pas avoir le nez dans le guidon. Alors il regarde ailleurs. Mais pendant ce temps-là, évidemment, les brebis se taillent. Donc c'est un problème. Et puis vous avez, comme toujours chez Bruegel, c'est magnifique, vous avez la solution, le laboureur. Et alors si vous regardez, parce que je ne sais pas, enfin peut-être, bon, les vieux, vous savez, ça commence à radoter, mais pour moi, la puissance du pied dans le sillon, c'est quelque chose qui me bouleverse. Je trouve ça d'une force. Et quand vous regardez attentivement le tableau, parce qu'il faut toujours regarder, le tableau ne vous rend que le temps que vous lui donnez, de toute façon, il ne faut pas rêver. Hein, eh bien, vous vous apercevez que si vous tracez une ligne entre le soleil qui s'en va et le pied du laboureur, cette ligne, elle est radicalement droite. Ce qui veut dire que la manière dont nous sommes ici ne peut dépendre que ce dont nous percevons de l'ailleurs. L'ailleurs, le regard sur l'ailleurs, c'est ce qui dicte la façon dont nous devons habiter l'ici. Il n'y a pas d'ici sans ailleurs et pas d'ailleurs sans ici. Alors je suis désolé parce qu'il y a des gens ici qui m'ont déjà entendu. Je suis étonné d'ailleurs qu'ils ne soient pas partis à l'apéritif tout de suite, mais ça c'est une autre histoire. Hein. C'est la petite expression du vieux qui ressort régulièrement. Hein. Le leader légitime est un être caractérisé par un strabisme divergent heureux. Hein. Un œil sur le dehors de la communauté dont le leader est responsable pour, comme le disait Fred Greenstein dans ses cours à Princeton, pour voir comment ça bouge autour de la communauté. Et un œil ayant perçu comment ça bouge à l'extérieur de la communauté, l'autre œil impulse un mouvement à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire que parce que ça bouge dehors, il faut qu'on bouge dedans. Et la rémunération de la mobilité, pas toujours appréciée facilement et pas toujours acceptée, hein, que l'œil du leader impulse à cause de ce qu'il a vu avec l'autre œil dehors, la rémunération de cette mobilité, c'est le fait que dans l'aspect purement menace du mouvement extérieur, va commencer à apparaître un élément d'opportunité. Comment fait-on apparaître la part d'opportunité qui, comme nous le savons tous, est au cœur de chaque menace? Et ça, c'est très important. Hein. Voilà, alors évidemment, le premier personnage était un tout petit peu trop dans le somewhere, ce qui veut dire que certes, il était dans l'enracinement, mais le danger, c'est l'enfermement. Hein. L'autre qui regardait les étoiles était probablement dans l'anywhere. Évidemment, importance, mobilité, danger, leur sol. Et l'elsewhere, c'est la réconciliation, évidemment, de l'ailleurs et l'ici. Un ici ne vaut que par les ailleurs qui le hantent. Hein, pour moi, ça, c'est fondamental. Si un ici n'est pas hanté d'ailleurs, il est le lieu d'un enfermement et pas d'une création. Hein. Et alors, le quatrième détour, évidemment, et puis vous voyez, on en aura fini. Oh, on va passer par quelqu'un auquel, là aussi, je suis désolé, ceux d'entre vous qui me font l'amitié de m'écouter ici ou là savent qu'il est obligatoire. C'est le fou. C'est le fou, non pas au sens du madman, hein, non pas au sens du buffoon, mais au sens shakespearien du fool, c'est-à-dire celui dont l'apparente folie est en fait une manière d'obliger à revenir à la sagesse. Alors aujourd'hui,
après des années d'enseignement, je passe ma vie dans les entreprises, est-ce bien raisonnable, je ne sais pas, mais ça c'est une autre histoire, hein. J'ai fini par comprendre qu'il n'y avait plus de fous fonctionnels. C'est-à-dire que je ne croise jamais personne qui soit habillé en costume multicolore, avec un chapeau à grelots et une marotte à la main. Ce qui complexifie le rôle du leader, parce que quand le fou était habillé pour sa fonction, le leader ne pouvait pas échapper au fou. Maintenant, il faut d'une certaine manière que le leader se dise, tiens, dans cette réunion, est-ce qu'on a bien entendu la parole du fou? C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien entendu la parole qui va nous empêcher de nous enfermer dans le plus petit commun dénominateur ou qui va nous empêcher de nous enfermer dans véritablement une sorte d'unanimisme béat qui aura évidemment certes fait disparaître toutes les oppositions et toutes les tensions, mais qui nous conduira à l'irréel de façon absolue. Alors, je vous rappelle que le fou, qui n'est jamais une présence confortable, hein, même si le leader sait qu'elle ou il a besoin du fou, la présence du fou n'est jamais confortable. Et le fou qui assume ce rôle, non sans hésitation et difficulté, hein, quand même, ne le fait que parce qu'elle ou il aime, respecte, approuve le leader et la communauté. Je vous rappelle qu'une entreprise est définie par sa vérité, c'est-à-dire ce qu'elle sait faire. Le grand problème est-ce que la réalité a encore besoin de cette vérité? Vous voyez, c'est l'éternel problème d'une entreprise. Est-ce que la réalité, c'est-à-dire le monde, a besoin de la vérité de l'entreprise? Et le fou, c'est celle ou celui qui n'arrête pas de dire à l'entreprise, ta vérité c'est essentiel, mais elle n'existe qu'au service de la réalité du monde. Hein. Et ça, c'est parce qu'il y a une toute petite tendance de toute communauté, quelle qu'elle soit, et donc des communautés entrepreneuriales, à s'enfermer dans sa vérité au détriment de la réalité. Je reviens un instant là-dessus, hein, vous voyez ça. Ça, pour moi, c'était un moment fondamental. C'est-à-dire le moment où le leader, ici le cardinal, au lieu d'écouter ce qu'il y avait de déstabilisant dans le débat du savoir, préférait prêter l'oreille à quelqu'un d'autre, que je vais essayer de formuler de la manière suivante. Quand il y a un fou, il empêche les conseillers fenêtres de se dégrader en courtisans miroirs. Et la dégradation des courtisans fenêtres, des conseillers fenêtres en courtisans miroirs est un aspect essentiel du pouvoir. Quelle que soit la forme du pouvoir, le pouvoir est entouré d'autres personnes dont la mission normalement est de réouvrir le regard du leader sur le réel, mais le problème, c'est le moment effectivement où, parce que souvent d'ailleurs, le leader va usurper le rôle du fou. C'est-à-dire que le leader va commencer à faire le fou pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse. Et quand le leader usurpe le rôle du fou, souvenez-vous de la photographie de J6M, Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde, dans Paris Match, où il avait le trou dans la chaussette. Vous vous souvenez peut-être de ça. Et j'avais dit à Francine Vincent, qui était la directrice de Vivendi, qui me faisait beaucoup travailler à l'époque, je lui avais dit, il faut qu'on se méfie, parce que si le leader usurpe le rôle du fou, ça veut dire que les conseillers fenêtres vont être obligés de se dégrader en courtisans miroirs, ils le sauront, et ils vont vouloir se venger du leader, ce qui n'a pas manqué, bien sûr. Et le fou, rappelle le leader à une lecture anamorphique du réel. La lecture anamorphique du réel, vous le savez, elle est là. Hein. C'est-à-dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui voit immédiatement et le lapin et le canard. Non pas ou le lapin ou le canard, mais et le lapin et le canard. Parce que si le lapin s'appelle danger et le canard opportunité, un grand leader, c'est quelqu'un qui, dès que le danger a été vu, commence à travailler pour percevoir l'opportunité et trouver l'angle de vue où apparaîtra l'opportunité qui était depuis toujours contenue dans le danger. Je vous rappelle malheureusement que là, nos amis chinois, une fois de plus, nous ont en quelque sorte devancés. Puisque quand il a fallu en chinois faire un idéogramme pour le mot crise, on n'a pas fait un idéogramme nouveau. On a convoqué un premier idéogramme, Wei, qui veut dire danger. On a convoqué un deuxième idéogramme, Ji, qui veut dire opportunité. Et on a fait Wei Ji, qui en chinois veut dire la crise. Et donc la crise, c'est bien le moment où sont conjointement présents
et du danger et de l'opportunité. Le leader étant celle ou celui qui, dès qu'elle ou il voit le danger, cherche le déplacement de l'angle de vue qui va lui permettre d'entreapercevoir l'opportunité, puis ensuite, sans jamais mépriser ceux qui ne voient encore que le danger, le leader reviendra vers celles et ceux qui voient le danger et partagera, et en partageant probablement comprendra encore mieux ce qu'elle ou il est en train de faire et ce qu'elle ou il a vu pour évidemment le progrès de la communauté. Bon, on a évoqué tout à l'heure l'idée que pendant des années, malheureusement, des gens m'ont subi dans des lieux d'enseignement et j'ai enseigné l'anglais. Vous savez, quand on arrive dans une salle des professeurs de classe préparatoire dans un grand lycée, vous annoncez que vous enseignez l'anglais, immédiatement vous avez compris que vous faites quand même les matières ignobles, comme on dit. Voilà. Donc, et là, vous avez Elisabeth Ier, qui est une femme absolument fabuleuse. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de m'attarder sur elle. Comment ? Oui. Oh, ben quand même, non, ils ont faim, ils ont soif. Hein. Bon, voilà. Regardez bien, elle est montée sur le trône, elle est née, pardon, en 1533, morte en 1603, elle est montée sur le trône en 1558. Et elle a attendu 11 ans entre la mort de papa Henri VIII, qui n'était pas incommode déjà, hein, donc, auquel succède le demi-frère plus jeune, Édouard VI, pendant 6 ans. Et là, elle doit compter les jours. Puis la demi-sœur plus âgée, Marie Ier, et là aussi elle compte les jours, surtout que Marie Ier, sentant que visiblement elle va lui succéder, la met à la Tour de Londres. Son premier portrait, j'aurais peut-être dû le rapporter ici, est un portrait dans lequel elle vous dit, hein, le portrait est composé de telle sorte que vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. Vous aviez bien cru que je n'y arriverais pas, eh bien moi aussi, mais maintenant j'y suis et je vous emmerde. C'est-à-dire qu'elle a sa couronne, son sceptre, son globe avec la croix, et elle vous montre bien que le manteau est doublé d'hermine au cas où vous n'auriez pas vu. Hein, voilà. Et ça, c'est l'abomination de la désolation. Comme mise en image du leadership, c'est-à-dire cette espèce d'affirmation crispée de la légitimité qui fait que n'importe qui regarde le tableau a envie de lui dire « Mais enfin, ma chérie, qui est-ce que tu es en train d'essayer de convaincre de ta légitimité? Nous ou toi? Hein, voilà. Et ça, c'est l'éternel problème. Et là, on est beaucoup plus tard. Alors, elle a régné 45 ans, ce qui pose le problème de tout pouvoir. Hein. Il y a des pouvoirs qui finissent trop vite et il y a des pouvoirs qui durent trop longtemps. Ça, après, vous verrez. Hein. Mais ce portrait est assez étonnant puisque sur ce portrait, il n'y a pratiquement pas... Je ne veux pas dire que toutes les Anglaises étaient habillées comme ça à l'époque, mais je pense qu'à la cour d'Élisabeth, vous aviez des femmes, vous auriez rencontré des femmes comme ça, dans la cour d'Élisabeth, qui devaient être habillées comme ça. Je cherche désespérément la couronne, je ne la vois pas très bien, hein, et en tout cas, ni sceptre, ni globe, ni etc. Par contre, évidemment, sur la poitrine, ça. Et ça, évidemment, c'est fou. C'est ce qu'on appelle le portrait au phénix. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que finalement, un grand leader, c'est quelqu'un qui sait que l'obstacle est toujours la meilleure planche d'appel pour un rebond. Il n'y a pas de meilleure planche d'appel. De même qu'un phénix renaît de ses cendres, dans un processus décisionnel, l'obstacle est toujours la meilleure planche d'appel pour un rebond. Et si cet obstacle... Alors attention, quand j'entends leader, moi, il faut vous méfier. Hein, j'entends leader une personne, j'entends leader une équipe autour de cette personne, j'entends leader l'entreprise qui travaille autour de cette équipe, autour de la personne, hein, bien sûr. Voilà. Et là, vous avez donc le portrait au phénix, absolument étonnant. L'obstacle, meilleure planche d'appel pour un rebond. Ça, c'est fou. Et ça suppose de la part d'Elisabeth vraiment une sorte de... On va y revenir dans un instant. Hein, ce que Greenstein, que j'ai déjà cité, parce que tout ce que vous aurez entendu d'intelligent, qui vous aura paru intelligent aujourd'hui, ne vient pas de moi, ça vient de Greenstein, hein, bien sûr. Bon. Et Greenstein dit, ça c'est ce qu'on appelle intellectual intelligence, l'intelligence intellectuelle. C'est-à-dire... Je ne vous demande pas de devenir des érudits et des savants, je vous demande de vous rendre sensible à tous les endroits où ça bouge autour de votre communauté. Quels sont les endroits où ça bouge autour de votre communauté et quels sont les endroits qui vont interpeller le mouvement de votre communauté par le leur, hein, voilà. Alors, on fera un petit détour. Bon, vous le savez, il était peintre de cour de Rodolphe II de Habsbourg à Prague, à la fin, bien sûr, du XVIe siècle. Hein, et c'était un spécialiste des natures mortes. Voilà. Bon, et là, je ne vais bien sûr pas vous demander de faire ce qu'il faudrait que nous fassions tous, c'est-à-dire le poirier. Hein.
je vais procéder de manière plus soft, c'est-à-dire que je vais tout simplement renverser le tableau, et le tableau d'une nature morte va se renverser en portrait. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la gentillesse, mais je suis sûr que c'est ça qu'on appelle le management. C'est-à-dire une qualité de regard qui fait que les collaborateurs, même les plus périphériques, et ceux qui doutent le plus de leur utilité dans la communauté entrepreneuriale, ces collaborateurs vont tout d'un coup se sentir regardés non comme des objets, mais comme des présences. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Le grand regard, c'est celui qui, par la qualité de son attention, fait que celle ou celui qui est regardé ne sait qu'elle n'est plus un objet, mais qu'elle est une présence, et en retour, en gratitude de ce regard, peut-être une forme de gentillesse, va s'engager dans une communauté où elle ou il se sent reconnu. Cet engagement qui vient de la reconnaissance, et la reconnaissance, elle peut prendre des formes très très simples et très très humbles dans un monde obsédé par le temps. Un regard, un geste, un mot. Pas de l'ordre de la recette, mais de l'ordre de l'investissement bref et authentique dans une coprésence. Ça, pour moi, c'est fondamental. George Berkeley, le grand philosophe anglais du XVIIIe, disait « Esse est percipi », être, c'est être perçu. Il y a des gens qui se croient leaders, le seul problème, c'est qu'ils sont les seuls à se percevoir comme tels. Donc là, il y a un problème. Hein. Mais il faut toujours être perçu. Et puis, l'idée, c'est que les collaborateurs ne sont, et donc n'agissent et ne s'engagent, que s'ils se sentent perçus. Et donc la responsabilité du leader, c'est toujours de percevoir. Nous revenons et nous terminons avec Élisabeth Ier. En haut à gauche, une rose rouge et blanche des Tudors qui avait rassemblé les troubles du XVe siècle entre les York rose blanche et les Lancastre rose rouge. Et là, sur évidemment la poitrine, ce n'est plus le phénix, mais c'est autre chose. C'est bien sûr le pélican. Alors, il fut un temps où on apprenait La Nuit de mai d'Alfred de Musset. Il paraît qu'on n'appelait plus grand-chose par cœur. Dommage, parce que ça permettait de... Voilà, c'est bon d'avoir des citations, parce que quand les choses... oui, c'est Éric Orsena a un mot absolument délicieux là-dessus quand il parle de l'exquise politesse de l'érudition qui dissimule ce qu'il y a de plus intense dans une personnalité dans la citation, derrière la citation d'une autre, de la parole d'un autre. Ça c'est magnifique. Éric, il a des intuitions fabuleuses et en plus il les exprime magnifiquement. Et vous voyez, on apprenait des poèmes et on apprenait évidemment le pélican, lassé d'un long voyage, etc. Vous avez probablement peut-être appris ça, non, vous êtes trop jeune maintenant. Bon, voilà. Bien. Et donc, regardez effectivement ce pélican qui, étant rentré au nid sans rapporter suffisamment de nourriture pour nourrir ses petits, va déchirer ses entrailles pour les nourrir. Ça explique pourquoi, je suis parfois obligé d'expliquer ça dans les musées, dans certaines crucifixions du 14e, 15e, au sommet de la croix, il y a un pélican. Les gens me disent, qu'est-ce que c'est le zozio là-haut? Et je dis, c'est un pélican. Voilà, parce que, voilà, bien. Portrait au pélican. Ce qui veut dire ce qui veut dire sortir ses tripes pour la communauté dont on porte la responsabilité. Et vous voyez, ça, je crois que les gens le savent. Les gens le sentent. Les gens l'éprouvent. Et si, je suis sûr que si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous devez les sortir, vos tripes. Mais quand on sort ces tripes pour la communauté dont on est responsable, c'est fou hein, de penser. Je suis désolé de ne pas avoir apporté le premier portrait, finalement, c'est encore une fois un échec lamentable. Mais ce premier portrait qui ne disait rien de cet engagement, qui mettait simplement en regard hein, ce que j'appelle le masque, le rôle, la légitimité institutionnelle, le corps public. Hein. Et là, d'un seul coup, vous avez cette espèce de qualité quand même à la fois d'émotion et d'émotion retenue. Hein. On passe par le pélican pour dire au fond qu'est-ce que c'est qu'être un leader. C'est sortir ses tripes pour la communauté dont on porte la responsabilité. Et ainsi, entre le phénix, qui sait qu'il n'y a pas de meilleure planche d'appel pour un rebond que l'obstacle,
et le pélican qui sort ses tripes pour la communauté dont elle ou il porte la responsabilité. Ainsi sont réconciliés ce que Fred Greenstein appelle intellectual intelligence and emotional intelligence, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle, toutes les deux aussi essentielles que l'une que l'autre. Une intelligence intellectuelle seule est une sécheresse probablement qui devient assez vite dangereuse. Une intelligence émotionnelle, mon vieil ami et maître Roland Barthes parlait de ce qu'il appelait le poisseux du sentimental. Et donc, corriger constamment la sécheresse de l'intelligence intellectuelle par la chair de l'intelligence émotionnelle, je suis sûr que c'est ce que vous faites tout le temps. Je vous remercie. On va se lever pour Christian. Extraordinaire. Christian Monjou. Mesdames, Messieurs, Christian Monjou. Reste là, Christian. Reste sur cette scène. Déjà, on t'aime. Voilà, extraordinaire, fascinant. Qui veut réagir? On va se retrouver évidemment à déjeuner, mais oui, allez, attends. Christian, tu peux me donner ce micro-ci, celui-ci? Non, pas le tien, celui qui est à côté. Oui. Oui. Non, mais on va. Déjà, on continue à boire tes paroles. Ça ouvre pour l'apéritif. Laurence. Bonjour, c'était remarquable, brillant, émotionnel. Bravo. Alors, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, comme vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, ou je ne sais pas. Nous allons avoir dans ces machines l'ingrédient d'une pseudo-connaissance, absolument pas d'émotion, et pour autant, on fantasme, on projette des capacités sur la machine qu'elle n'a pas. Comment vous donneriez, vous, le ton, le là? Parce que ce que vous indiquez sur les tableaux, allez chercher les micro-détails qui sont d'importance, contextualiser. La machine n'a aucun contexte, ni histoire, ni espace, ni temporalité. Quel serait votre message pour les leaders? Moi, je crois qu'il faut absolument utiliser l'intelligence artificielle pour lui faire faire ce qu'elle peut faire plus vite, mieux, plus rapidement et de manière plus sûre. Mais là aussi, je veux dire, l'engagement doit s'accompagner d'une distance. Hein. Je pense enfin, vous le savez beaucoup mieux que moi, un grand leader, c'est quelqu'un qui alterne constamment entre présence et distance, parole et silence, etc. Et moi, je pense... Alors, on me demandait l'autre jour, parce qu'on me demande de temps en temps les trucs, je suis toujours étonnant, on m'a dit, mais alors qu'est-ce qu'on va faire pour les examens? J'ai dit, on va revenir à la disputatio médiévale, c'est-à-dire que finalement, l'examen, ça sera, on fera venir le candidat, et puis on verra ce qu'il a dans les tripes. Dans les tripes, dans le cerveau, etc. Et effectivement, le danger de la production éventuelle d'une copie moyenne plutôt bonne, moi j'ai un certain nombre de mes anciens étudiants qui sont profs de fac, etc., et qui me disent je commence à les repérer très vite. Parce que... Oui, pardon, je m'excuse. Allez-y. Non, c'est exactement ce que vous dites. Mais mon autre question, c'est sur la géopolitique. Vous avez excellemment bien montré la route de la soie et l'influence chinoise que l'on ressent à travers l'utilisation de ces outils, et avec des grands leaders charismatiques américains qui nous disent qu'ils vont faire une machine pour le bien-être, pour la meilleure connaissance, une super intelligence pour les humains. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est l'éternel problème. Je ne peux pas m'en aller trop loin. Mais vous le savez, dans les sociétés réformées pour lesquelles j'ai énormément de respect, le travail n'a jamais été le salaire du péché, il est l'opportunité de contribuer à l'œuvre créatrice volontairement jamais achevée de Dieu. Et donc il est normal que vous récoltiez de la richesse. La richesse n'est pas une chose... Bon. Et le tout petit problème, c'est qu'à un moment, l'accumulation des biens matériels peut devenir, de façon un peu perverse, le signe d'une élection divine sur votre travail. L'Amérique a toujours été confrontée avec ça. Emerson disait déjà que, voilà, bon, et je pense que ça a été le travail magnifique d'un président qu'on oublie un peu, parce qu'on est tous obsédés par Franklin, mais peut-être que le grand Roosevelt, c'est Théodore. Et c'est lui qui a dit, mais finalement, le capitalisme n'a pas d'ennemi plus mortel que lui-même.
parce que finalement, le capitalisme débouche toujours un jour ou l'autre sur deux pièges essentiels, qui sont la création des trusts, qui sont la négation évidemment de l'esprit d'entreprise individuelle, et deuxièmement sur la financiarisation, qui est la négation de ce qui est le geste industriel. Et ça, Theodore Roosevelt l'a toujours dit, les premières lois antitrust sont des lois de Theodore Roosevelt. Et Roosevelt est à cet égard un personnage complètement extraordinaire. Et il faut se méfier aux États-Unis. Alors en ce moment, je dois dire que là, on peut se poser des questions sur l'avenir des USA, on s'en pose régulièrement. Mais quand on voit le duo qui semble, auquel nous semblons condamnés pour la prochaine élection présidentielle, on peut vraiment se poser des questions. Mais vous avez raison, il y a une toute petite tendance aux États-Unis. N'oubliez jamais, c'est des gens qui arrivaient sans rien. Et la possibilité de posséder quelque chose, c'était. Et donc, il y a un aspect de la possession matérielle qui est inséparable de l'identité américaine. Tous les grands intellectuels américains, à commencer par exemple par les Beats, ont mis en vigilance là-dessus, en disant il est normal que, mais attention si c'est... Et peut-être qu'effectivement, par ChatGPT et toutes ces choses-là, on arrivera à ce qui sera presque plus encore peut-être un confort intellectuel et moral qu'un confort matériel, ce qui là, à mon avis, serait le pire. Le confort matériel, encore, c'est supportable, mais le confort intellectuel et moral, ça, c'est vraiment pas supportable. Autre question. Oui, j'ai trouvé que c'était une opportunité de t'écouter. Je voudrais que tu me dises comment tu définis l'opportunité. Ah You are very British. Ouais, c'est là où on se dit qu'il va y avoir plus de sens. C'est ce qui a déjà un avant-goût du sens et de plus de sens. Et ça peut aussi prendre la forme d'une opportunité matérielle. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les grands capitalistes anglais du 19e, les Quakers, uniquement les Quakers, disaient, alors longtemps avant la RSE, comment un chef d'entreprise pourrait-il ne pas s'intéresser et se préoccuper essentiellement de l'endroit où vivent les gens qui travaillent pour lui. Alors, derrière ça, il y a la possibilité perverse du paternalisme, peut-être. Mais je me demande si, au nom de la possibilité perverse du paternalisme, on n'a pas, comme ils disent là-bas, jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire cette idée. Parce que quand tu vas dans des endroits comme, par exemple, Bourneville, près de Birmingham, qui est la cité idéale ouvrière qu'ont créé les Cadburys, quand tu vas à Port Sunlight, en face de Liverpool, de l'autre côté de la Mersey, et que tu vois la cité idéale qui a été créée par Lever, le fondateur de Unilever, quand même, et quand à la mort de sa femme, il dit, bon, ben, la collection de tableaux qu'on a accumulée avec ma femme, non, on va en faire un musée au milieu de la cité ouvrière, le Lady Lever Art Gallery, dans lequel on mêle. Et là aussi, bon, moi je pense toujours à ce type dont on a oublié un tout petit peu le nom parce qu'il a eu un neveu philosophe, Arnold Toynbee, type qui meurt à 31 ans, après avoir fait à Oxford les premiers cours sur la révolution industrielle, et qui dit à ses étudiants, et à l'époque c'était vrai, mais est-ce que vous vous rendez compte du privilège qui est le vôtre, d'être ici, non pas d'assister à mes cours, mais d'être ici. Il faut rendre ça. Et il a créé ce qu'on appelle Toynbee Hall, dans la banlieue est de Londres, où des jeunes Oxfordiens et Cambridgiens allaient passer 2-3 ans au service d'eux. Alors, il a été question d'un service civil, mais il aurait fallu faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux et de beaucoup plus fort, c'est-à-dire que les gens donnent du temps, que les gens donnent de l'intelligence, que les gens donnent cette chose qui ne reviendra jamais, qui est le temps, au service des plus fragiles et au service des plus dépendants. Servir. Servir avant d'assumer la responsabilité, pour ne pas oublier, quand on sera aux affaires, que, effectivement, la responsabilité, c'est servir. Ça résonne aux oreilles de Najat, ça revient à ce que tu disais hier. Je suis désolé si je dis moins non, bien. On a encore une question. Encore une question, oui. Oh, Charles-Henri. Oui, mais merci Christian. Je vais maintenant visiter les musées en prenant mon temps. C'est ce que tu disais. Ils te rendront. Un tableau ne rend que le temps qu'on lui donne, comme les êtres humains d'ailleurs. Comme on a beaucoup de DRH dans la salle, je voudrais te poser une question. La dernière idée de cet équilibre entre intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle,
Est-ce que cette mode des soft skills qu'on voit depuis une dizaine d'années, tout le monde en parle, des deux ouvrages n'arrêtent pas de sortir, est-ce que c'est un rééquilibrage vers l'émotionnel? Moi, je serais tenté de dire oui. Et en tout cas, je pense que... ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est par vous, là, les trois qui étaient là, hein, vous avez dit, au fond, l'entreprise ne reçoit qu'à la mesure où elle donne. Et je pense que... Alors là aussi, on me parle du danger du paternalisme. Je veux bien. Hein, mais je pense qu'une entreprise peut donner autre chose que du purement numéraire, etc. Et que si une entreprise contribue modestement, mais réellement, au développement personnel des gens qui composent la communauté entrepreneuriale n'a qu'à gagner à ce développement personnel, qui touchera forcément l'intime, mais d'une manière qu'il n'est pas du ressort de l'entreprise d'aborder. Mais moi, je pense qu'effectivement, qu'une entreprise aujourd'hui puisse considérer que ouvrir à certains domaines... Enfin, moi, il se trouve que je fais, malheureusement pour certaines entreprises, des séminaires sur l'innovation où je n'utilise que le rapport à la création artistique. Et je vais encore là, après-demain, dans 2-3 jours, faire un séminaire sur la collaboration. Alors, la question qui était posée tout à l'heure sur, évidemment, le travail à distance, etc. Parce que souvent, l'innovation, elle vient du rebond d'une idée sur un autre dans un cadre qui n'est pas directement celui dévoué à l'innovation. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Je n'ai pas l'expérience de l'entreprise, mais à force d'entendre des entrepreneurs et de les rencontrer, il me semble que c'est ça. Or ça, c'est quand même aussi un peu ce qui se passait dans l'atelier. Parce que, mais il y a des gens qui pensent que... Et on va avoir une fantastique exposition Van Gogh à la rentrée à Orsay. Hein, mais il y a des gens qui pensent qu'effectivement, l'artiste, c'est par essence l'artiste maudit. Hein, tout seul, qui a raison avant tout le monde, qui ne vend pas un tableau, Van Gogh en a vendu un seul de son vivant, bon, etc. Mais en même temps, vous avez des trucs comme Rubens. Rubens, c'est un atelier. C'est un art de rassembler des gens. C'est un art de les faire travailler ensemble. C'est un art de proposer et d'écouter ce que les gens disent, les uns spécialistes de paysage. C'est fou. Hein. Et ça, pour moi, ce temps passé à enrichir les soft skills et à enrichir l'aspect dialogue et échange du travail. C'est ce qui m'a semblé comprendre à travers la gentillesse dont il a été question tout à l'heure. C'est-à-dire tout d'un coup que des gens auxquels on n'avait jamais donné la parole puissent effectivement se dire « Tiens, mais là, il y a aussi, à mon avis, cette forme de gentillesse-là. Mais là, je peux parler. » C'est ce que tu disais aussi avec Velasquez. Il donne la parole au premier plan. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Extraordinaire. Je pense qu'ils ont faim et soif. Merci beaucoup, Christian.